Marshall propose un plan d'aide économique. Ce plan n'est pas celui d'un pays qui chercherait indûment à contrôler ou à influencer des pays étrangers. Dans certaines parties du monde, il y a plus d'affrontements maintenant qu'il n'y en a eu pendant la guerre, vous le savez. La situation politique est instable. On tente de changer la face de l'Europe. En avril 1948, le président des États-Unis, Harry Truman, accepte officiellement le plan d'aide proposé par George Marshall. Le gouvernement américain avait deux raisons motivant cette action. Inquiet des progrès du communisme en Europe, il établit qu'un tel bilan empêcherait probablement que des pays comme la France ne deviennent communistes, en y facilitant, de même qu'en Allemagne, la renaissance économique. Deuxièmement, le potentiel industriel américain était si important que pour éviter une crise de reconversion et pour faciliter leurs propres exportations, les États-Unis avaient intérêt à participer massivement à la reconstruction de l'Europe. De 1948 à 1951, 12 milliards de dollars seront distribués en grande partie sous forme de dons aux pays européens qui en auront fait la demande. Les principaux bénéficiaires seront la Grande-Bretagne et la France. George Marshall proposa son plan aux Soviétiques. Ces derniers refusèrent, considérant qu'accepter cette aide, c'était de perdre toute indépendance. George Marshall resta cependant optimiste. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que si nous décidons d'aller de l'avant avec ce plan, nous réussirons. Il ne fait aucun doute non plus que le monde entier attend de voir le résultat de nos efforts pour nous emboîter le pas. Malheureusement, ce plan qui L'Europe qui espère donc sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois depuis ses débuts du traité de Rome avec les 6 pays pionniers à la déclaration de Berlin et ses 27 membres. Eh bien, l'aventure européenne a été lente et chaotique. Retour sur 50 ans d'histoire avec Michel Vial. Le charbon et l'acier avaient alimenté la guerre au sein de l'Europe. C'est le charbon et l'acier qui serviront de moteur à la paix dès le début des années 50. En proposant la mise en commun de la production de charbon et d'acier, Robert Schuman crée la CECA, signée à Paris le 18 avril 1951. 4 ans plus tard, en juin 1955, les 6 pays membres de la première administration supranationale européenne, réunis à Messine, envisagent de rapprocher les industriels impliqués dans l'atome civil et de supprimer progressivement les barrières douanières. Ces deux traités, l'Euratom et le marché commun, qui constituent bel et bien l'acte fondateur de l'Europe unie, sont signés à Rome le 25 mars 1957 par les représentants de 6 pays, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Pour le Français Maurice Faure, le plus jeune de tous les signataires, l'enthousiasme de ce jour historique s'est un peu évanoui au rythme de l'augmentation des pays membres de 6 à 27 en un demi-siècle. Avec 27 pays, dont la plupart ont des niveaux de vie très inférieurs au niveau de vie des pays de l'Europe de l'Ouest, il y a quelque chose qui ne va pas. Je trouve que c'est une erreur de les avoir pris tous d'un coup sans donner la moindre réticence. Il y a 10 ans, le 25 mars 1997, les ministres d'une communauté passée à 15 se retrouvaient dans la même salle du Capitole à Rome pour réviser symboliquement un traité prévu à l'origine pour 6, avec l'objectif d'élargir encore une Union européenne qui compte désormais 27 membres depuis le 1er janvier 2007. Mais une union qui traverse sa plus grave crise après le rejet du traité constitutionnel par la France et les Pays-Bas en 2005, même si elle n'en forme pas moins la première puissance économique de la planète.